Salut tout le monde, salut aux téléspectateurs de ma TV, aux téléspectateurs aussi de TVC Basse-Lièvre. Bienvenue à ce sixième chapitre du rapport Boivin. Quand je dis chapitre, là, c'est rien que pour m'amuser parce que je ne suis pas en train d'écrire un livre, malgré que je pourrais avec l'actualité, c'est absolument incroyable. Je vous le disais, mais je vous le répète quand même, parce que des fois, vous nous captez peut-être un lundi, un dimanche, un samedi, puis là, vous dites, coudonc, ils n'ont pas parlé de ci et de ça. Nous, on enregistre dans les studios à Buckingham le jeudi en après-midi. Alors, on fait un petit peu le tour de l'actualité depuis la dernière semaine. Et c'est ça. Alors, vous avez vécu l'Halloween, vous allez vivre en fin de semaine le changement d'heure. On va revenir à l'heure normale de l'Est. Mais quelle semaine! Quelle semaine en termes d'actualité! On s'est tous levés lundi matin en se disant « Belle journée d'Halloween », mais on ne pensait pas qu'il nous tomberait cette histoire d'horreur de cette façon-là. Ça a commencé avec, et c'est une histoire qui se continue le jour après jour, dont on va parler encore demain et après-demain et après-demain, puis encore pour les semaines et les mois à venir. Vous allez comprendre pourquoi. Le journaliste Patrick Lagacé, si vous ne le savez pas, vous étiez ou dans le coma ou en dessous d'une roche, mais le journaliste Patrick Lagacé, journaliste du journal La Presse, aussi animateur à Télé-Québec, je pense, de l'émission Deux hommes en or, mais je dis ça sous réserve, mais il me semble que c'est ça, mais je ne la regarde pas, mais il me semble que c'est ça. Et il est aussi chroniqueur sur le réseau Cogeco, qui est aussi le mien, où je suis tous les matins à l'émission que l'Outaouais se lève avec Michel Lapointe. Et on apprenait de Patrick en début de semaine que Patrick Lagacé avait été mis était purement et simplement espionné par le service de police de la ville de Montréal. Dossier criminel de policiers là, qui faisaient des choses peut-être ou qui sont accusés de faire des choses pas tout à fait catholiques. Mais dans le contexte de ce dossier-là, semble-t-il, on avait obtenu du côté du service de police de la ville de Montréal des autorisations de juge de paix pour mettre le téléphone cellulaire de Patrick sous écoute, voir avec qui est-ce qu'il avait pu parler au téléphone. On avait même fait en sorte qu'on pouvait activer à distance, il faut le faire, c'est digne des romans d'espionnage les plus cotés là, à travers le monde. On avait même réussi à avoir l'autorisation d'activer sa puce qui permettait d'activer le GPS et de savoir où est-ce qu'il se trouvait. Pourtant, Patrick était même pas sur le dossier en question, mais peu importe. De là, et ça commençait à faire trembler un peu les colonnes des médias et des journalistes. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'il y a un principe fondamental qui s'appelle la liberté de presse. Il y a des pays qui ont des guerres pour essayer d'avoir la liberté d'expression, liberté de presse, etc. Il y a des pays où on s'attendrait de voir de tels comportements, que ce soit la Chine, la Russie et autres. On ne penserait jamais que ça se fait au Canada, que ça se fait ici au Québec. Et plus on avance dans la semaine, plus on apprend des histoires d'horreur que d'autres journalistes étaient aussi mis sous observation, sous haute surveillance, si on veut. Des journalistes qui étaient connus surtout pour être des journalistes d'enquête. Je pense entre autres à Isabelle Richer de Radio-Canada, qui a une excellente réputation de journaliste, qui est un modèle pour beaucoup de gens, qui fouillent ses dossiers et ainsi de suite. Mais ce qui est important pour tout journaliste, moi je ne suis pas journaliste, je suis chroniqueuse, je suis une femme d'opinion, alors c'est ce que moi je pense sur un sujet, mais c'est grâce à des journalistes si on peut être mis au courant de certaines choses et de se former une opinion. On peut être pas d'accord avec mes opinions, mais c'est parce qu'il y a un journaliste quelque part qui nous informe de quelque chose qu'on est en mesure d'avoir nos débats de société, nos discussions entre amis, dans les parties de famille, etc. La force d'un journaliste, c'est son réseau de contacts. Et souvent, les contacts ne vont pas à n'importe qui, ils vont à des gens avec qui ils ont confiance ou en qui ils ont confiance. Si la source qui informe le journaliste pensait pour une fraction de seconde que le journaliste était pour dévoiler son identité,
je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'histoires qui seraient jamais rendues au niveau où elles le sont. Qu'on pense à la commission Charbonneau, avec tout ce qui s'est passé dans l'industrie de la construction. Qu'on pense à la commission Gomery, par exemple, alors qu'on a pu voir toutes les ficelles du scandale des commandites sous le règne libéral. Si ça n'avait pas été de certains journalistes, des sources, parce que ces journalistes-là, ils n'ont pas trouvé ça, ça n'a pas tombé du ciel, puis ils ont décidé d'écrire « Ah, oh, ça me tente d'écrire là-dessus », puis ils ont tombé dans le mille. Non, ils ont eu des sources, des gens qui les ont appelés, qui ont communiqué avec eux, avec qui ils ont eu des rencontres, etc. Alors, c'est extrêmement troublant, c'est extrêmement inquiétant de voir ce type d'attitude. Moi, comme juriste, comme avocate, ça m'inquiète encore plus de savoir que quelque part, il y a un juge de paix ou une juge de paix qui a accordé les mandats en question. Est-ce que c'est parce que le juge ou la juge connaît mal le droit qui doit protéger les sources journalistiques, protéger cette relation privilégiée entre les sources et le journaliste? Est-ce que c'est à cause d'une incompréhension des règles de droit en la matière? Parce que la Cour suprême a déjà dit, la Cour suprême du Canada, notre plus haute cour là, ici au Canada, que c'est un régime quand même particulier qui entoure les journalistes. Ce n'est pas une licence en blanc de faire n'importe quoi, mais en même temps, avant d'autoriser ce type d'espionnage-là, de surveillance-là, ça prend des motifs assez sérieux, merci. Ou est-ce que c'est parce que les policiers qui sont allés chercher les mandats ont raconté des histoires pour empirer, parce qu'il y en a qui disaient au début « Ah, on ne peut pas parler de ça parce qu'il y a peut-être un crime à l'intérieur de ça. » Bien, si on pense que le journaliste commet un crime de quelque sorte, peut-être je veux bien, là, mais ce n'est pas le cas ici. Je vous le disais, il y en a d'autres qui ont été, ça a été découvert qu'il n'y a pas juste le service de police de la Ville de Montréal. C'est là qu'on n'aime pas les délateurs, on n'aime pas les... il y en a qui appellent ça des lanceurs d'alerte, je pense, je ne veux pas me tromper, là. Oui, c'est ça, merci, ça c'est mon TV Sino qui me confirme que je ne me trompe pas, je ne suis pas dans le champ gauche. Lanceurs d'alerte, vous avez entendu l'expression whistleblower, là? Alors, ces gens-là, bien souvent, les employeurs n'aiment pas. Et surtout dans le milieu de la police, je vais vous dire, dans les milieux policiers, s'il y a une place où on n'aime pas les stools, comme on les appelle, mais heureusement qu'on a des gens qui se préoccupent de ce qui se passe à l'intérieur de certains murs parce qu'on ferait dur. Pas très contente des réactions initiales, ministre de la Justice du Québec, qui est notre ministre régional, ministre de la Sécurité publique. J'ai senti qu'on marchait là, vraiment sur une petite corde, puis qu'on avait l'impression qu'on ne voulait pas trop se mêler, parce que, tu sais, on ne veut pas trop, je ne sais pas, c'est parce qu'on ne veut pas se mettre la police à dos, je ne sais pas quel genre d'intention leur prêter, mais j'ai trouvé qu'on était un peu guidoune, passez-moi l'expression, à ce niveau-là. Heureusement, le premier ministre Couillard, je le félicite. Je le félicite pas souvent, mais là, je le félicite. J'ai trouvé que ses réponses à lui, lorsqu'il a été en conférence de presse très rapidement sur le sujet, souffraient d'aucun équivoque. C'était inacceptable dans une société libre et démocratique comme la nôtre. Il faut protéger le travail des journalistes. Sinon, c'est toute notre démocratie qui peut en souffrir. Et aujourd'hui même, on annonçait une enquête indépendante, mais ça va être une enquête indépendante par un comité d'experts qui va avoir les pouvoirs d'une commission d'enquête. Alors, eux autres détermineront le travail qu'ils feront. Et moi, je pense que c'était une bonne décision de la part du gouvernement libéral à Québec. Puis ça les sert en même temps, hein, parce que le temps qu'on va mettre ça sur pied, le temps qu'on va enquêter là-dessus, on va voir ce qui s'est passé, etc. Là, présentement, c'est pratiquement à l'heure. C'est comme un vent de panique. Est-ce que tel ministre était au courant? Même Stéphane Bergeron, le porte-parole à la sécurité publique pour le Parti québécois, et s'est retiré de ses fonctions de porte-parole à la sécurité publique parce qu'à l'époque de certaines autorisations au niveau de la Sûreté du Québec, donc pas juste le service de police de la Ville de Montréal, bien, Stéphane Bergeron était ministre de la Sécurité publique. Alors, il ne veut pas se retrouver en conflit d'intérêts à ce niveau-là. Alors, tout ça pour dire que je pense, et le premier ministre avait aussi mentionné, puis je pense que c'est important de le souligner, qu'on était pour réellement mettre sur papier des règles très strictes que ne pourra se prononcer sur un mandat qui mettrait sous écoute un journaliste que le directeur des poursuites pénales.
plutôt que de laisser ça entre les mains de n'importe qui pour n'importe quelle raison. Alors, ça déboule, mais c'est particulièrement inquiétant. Moi, ça m'inquiète de savoir qu'il y a des employeurs publics qui ne souffrent pas qu'on informe le public de ce qui se passe derrière des portes closes, alors que ces gens-là sont supposés d'être tous collectivement là pour nous. Alors, c'est à suivre, mais c'est absolument, c'était énorme cette semaine et ça n'a pas fini de faire jaser. Un autre dossier qui va faire énormément jaser, mais qui est sorti comme une bombe ce matin du jeudi 3 novembre, c'est l'histoire d'allégations de fraude qui impliquent des collecteurs de fonds. Encore une fois, vous allez me dire, du Parti libéral du Québec. Il y a eu le Parti libéral du Canada. Il y a eu d'autres partis aussi qui ont été impliqués à d'autres niveaux dans d'autres dossiers. Une immense fraude. Société immobilière du Québec, il y en a qui disent que c'est peut-être le cas de plus grosse fraude, alors que des gens à l'interne, avec des collecteurs de fonds du Parti libéral, faisaient toutes sortes de deals parce que la SIC, qui ne s'appelle plus en passant, petite parenthèse, la SIC, ça s'appelle maintenant la Société québécoise des infrastructures, parce que ça, c'est la haute méthode. Hein? Quand on ne veut pas ou on sait qu'on va être sur la sellette, comme certaines compagnies qui ont été prises dans les cochonneries dans le cadre de la commission Charbonneau, bien, tout d'un coup, ces compagnies de construction-là n'existent plus sous leur ancien nom, qui a été piloté devant la commission. Et tout d'un coup, ils renaissent de leur belle cendre sous un autre nom. Ça là, c'est des trucs de marketing. Bien, la Société immobilière du Québec s'appelle maintenant la Société québécoise des infrastructures. C'est donc signe qu'elle existe encore, mais on essaie de se dissocier en faisant ce genre de stratégie-là. C'est absolument ignoble ce qui est allégué, ce qu'on voit par les 3 journalistes d'enquête de Radio-Canada qui ont sorti ce dossier-là aujourd'hui, jeudi, le 3 novembre, et ça démontre que c'était planifié. Il y a des gens qui se sont graissés la patte. On allait cacher cet argent-là dans des comptes, dans des endroits absolument hors du pays, juste pour pas qu'on sache. On aura plus d'informations à vous donner là-dessus, mais ça sent pas bon. Et c'est certainement des moments difficiles pour le gouvernement Couillard qui pourra dire que ça s'est fait dans le temps avant que lui soit au pouvoir, mais n'empêche, c'est eux qui auront à répondre aux questions des partis d'opposition. Et ça augure pas très bien, puis ça rend pas le monde politique, le milieu politique, plus agréable à ce niveau-là. Ça joue sur notre confiance. Puis il y en a plusieurs d'entre vous qui m'écoutaient en ce moment-là, en ce moment, et qui, vous dites, ben ouais, puis on n'est pas surpris. En tout cas, c'est triste pareil. On fait une pause pour se remettre de nos émotions, puis on revient tout de suite après. Chaque pays a sa langue. Ici, on travaille en français. Ici, on vit en français. Parlez-nous en français. Notre fierté, le français. Un message d'impératif français. En courtier? Oui. La philosophie des amputés de guerre, c'est l'entraide. C'est le plus vieux qui aide le plus jeune, comme je fais avec le petit Emmanuel. J'adore courir. C'est une passion pour moi. Je vais dehors, je pars à courir. C'est rendu que je veux aller dans les hauts niveaux. C'est correct? Oui. Les amputés de guerre ont totalement changé ma vie. Ils m'ont permis de vivre ma passion. Les amputés de guerre supportent à fond le rêve des enfants. Moi, j'aime ça courir. Oui, je parle français. Un message d'impératif français. Et bon retour à l'émission. On s'est remis de nos émotions, comme je le disais avant la pause. Ça me pompe, moi, ces histoires de cochonnerie, puis de fraude, puis de corruption, puis de tout ce que vous voudrez, surtout quand ça vient d'organismes en qui les Québécois ont mis beaucoup de leur confiance, beaucoup de leur argent, en tout cas. On passe à autre chose. Un autre dossier qui m'a fait pomper pas mal cette semaine, qui m'a fait réagir, c'est le dossier de la ville de Gatineau et de l'église Saint-François-de-Sales. Vous savez, cette belle église, pour ceux qui ne sont pas trop familiers des noms d'églises, qui ne les fréquentent pas nécessairement, c'est celle, lorsque vous sortez du pont Lady Aberdeen, vous savez, boulevard Fournier, puis boulevard Grébert, etc. C'est probablement l'image la plus pittoresque du secteur Gatineau.
Allez faire un tour dans ce coin-là. Vous allez voir, premièrement, que la rue Jacques-Cartier a été absolument réformée. Elle est de toute beauté, rénovée, c'est beau, piste cyclable, vraiment fière du travail de la ville là-dessus. Et l'église comme telle, allez faire un tour de ce côté-là, vous allez voir qu'il y a une immense rampe. Puis tu regardes ça là, qui monte vers l'église. Premièrement, ça a l'air un peu bizarre parce que, rappelez-vous, c'est un édifice patrimonial. C'est un secteur avec encore des maisons plus âgées que, mettons, pas loin de l'hôpital de Gatineau, là, secteur Gatineau, où c'est dans le très moderne, où le long de la 50, où toutes les maisons se ressemblent, n'arrivent pas pactées parce que tu vas te tromper de porte. C'est très, très, très patrimonial dans ce coin-là, protégé par des règlements, par toutes sortes de lois. Et, oh horreur, quand vous arrivez devant l'église Saint-François-de-Sales, vous voyez cette immense rampe. Puis là, on se dit, c'est quand même bon pour les personnes à mobilité réduite qui vont pouvoir... mais non, même pas. Il y a des fleurs un peu partout qui empêchent l'accès. Alors, la rampe n'est pas très fonctionnelle. Mais mieux que ça, on apprend. Et on apprend pourquoi. Tantôt, on parlait des journalistes puis l'importance des sources. Bien, ici, on apprend qu'un particulier, M. Raymond Manta, ex-avocat, je ne sais pas si pratique encore, mais Raymond a décidé, lui, qu'il y a une maison pas loin de là, puis qui sait parce qu'il a eu à rénover sa maison et qui connaît tous les rouages qu'il a eu à passer à travers pour pouvoir effectuer ces rénovations conformément à la réglementation même de la ville. Et il est allé s'informer juste pour voir comment est-ce que ça s'était déroulé, parce qu'il a vu un moment donné des gens de construction arriver, puis commencer à faire de l'excavation, puis let's go. Pour apprendre, après bien des démarches, et quand je vous dis bien des démarches, là, c'est bien des démarches. Demande, personne répond, appelle un autre service, vous savez un peu le style, là, tu sais, t'appelles tel numéro, il te réfère à un autre, qui te réfère à un autre, qui te réfère au premier numéro, puis après ça, tu tombes sur le répondeur, puis là, tu sais, ça se continue, après ça, tu fais une demande d'accès à l'information, tu reçois des papiers tout croche, tout barré. En tout cas, il a été vraiment là, persistant. Et après des mois et des mois d'efforts, il finit par mettre la main sur l'information. La ville de Gatineau, croyez-le ou non, n'a même pas suivi sa propre réglementation dans un contexte d'un édifice sur lequel on fait de la construction, mais édifice qui est perçu comme patrimonial, qui est inscrit comme étant un endroit patrimonial, c'est-à-dire l'église Saint-François-de-Sales. On n'a rien mis, en tout cas, c'est des échanges, ça a l'air bien informel, de courriels entre le président de la fabrique, Gaétan Cousineau, ex-notaire ici, ex-maire de Gatineau aussi pendant un certain temps, secteur de Gatineau, et la ville de Gatineau. Qu'est-ce qui s'est négocié? Comment ça s'est fait tout ça? En tout cas, ça a l'air que ça s'est fait sa bonne franquette un peu plus, puis c'était sur une napkin au restaurant. La conseillère du quartier, Myriam Nadeau, était en CC sur les courriels, donc ils ne peuvent pas prétendre qu'ils ne savaient pas. Le maire, bon, bravo, et ainsi de suite. Alors, on regarde tout ça, puis on se dit, on ne peut pas faire autrement que se poser la question, mais coudonc, tu sais, c'est-tu deux poids, deux mesures? Les citoyens, on se fait écœurer, nous autres, parce que le service d'incendie veut qu'on condamne nos foyers, on change, on soit plugué avec des compagnies de sécurité, qu'on fasse ci, qu'on fasse ça. Ils viennent même pas, mais ils nous déclarent tous quasiment coupables. Puis eux autres, ils vont carrément à l'encontre de leur propre réglementation, et pouf! Comme par magie, on va tout arranger ça après coup. En tout cas, les travaux vont devoir être faits en plus, c'est de toute beauté. Et faites-vous-en pas, Madame la Marquise, tout est beau, tout va bien, parce qu'ils vont tout réparer ça après coup. On va obtenir les autorisations du conseil en temps et lieu, c'est-à-dire après, une fois que tout est fini puis qu'on n'a plus le choix. Décourageant, je ne peux pas vous dire plus que ça. Cette semaine, c'est passé sous le radar et moi, ceux qui me connaissent le savent. Fait que oui, je suis ultra biaisée. Je vous le répète, je ne suis pas journaliste, je suis une fille d'opinion. Le Sénat canadien, là, puis je ne parle pas des sénateurs d'Ottawa, là, les joueurs de hockey. Moi, le Sénat, là, je m'excuse, c'est peut-être toutes des bonnes personnes, des gens bien sympathiques, bien intelligents. C'était peut-être ultra partisan, trop partisan dans le temps de M. Harper, mais tout était plus partisan et trop partisan dans le temps de Stephen Harper parce qu'il marchait méthode militaire, puis même son caucus, on était en comité, puis il y avait leur rôle à jouer, puis c'était le rôle qui leur était dicté, autant au Parlement qu'au Sénat.
Alors ça, c'est de la chenoute, c'est de la merde. Arrive Justin Trudeau qui dit « Ah, moi, je vais vous faire une nouvelle méthode de nomination. Ça ne sera pas biaisé, ça va être laissé à un comité indépendant. » Et oh, fantastique nouvelle, tout le monde capote là-dessus, les médias qui en beurre épais parce que ça vient de Justin, puis Justin, bien, plus fin, plus beau que ça, tu meurs. Alors, ils nous disent, hey, on a reçu 2700 CV de gens intéressés à siéger au Sénat. Il y avait peut-être 21 postes d'ouverts qui restaient ouverts au Sénat. Il y a 105 sénateurs, si je ne me trompe pas. Et il restait 21 postes à combler à Justin Trudeau. Stephen Harper, qui ne croyait pas dans le Sénat, en a quand même nommé comme 50 quelques, là, mais en tout cas. Et les 21, bien, croyez-le ou non, ont tous été nommés là, à peu près dans la dizaine, les 10 derniers jours, dont 6 du Québec, 6 de l'Ontario et 9 d'un peu partout au Canada. Et là, les journalistes s'extasiaient de la nouvelle forme que ça a pris pour nommer. Je vous parlais des 2700 CV qui ont été rentrés. En passant, j'ai plusieurs personnes que je connais qui se sont essayées, juste pour le fun pour certains, qui ont eu ni accusé-réception ni rien. Alors moi, j'appelle ça une forme un peu pour la forme. Autrement dit, c'est une nouvelle méthode, ça fait jaser, puis le bon peuple, il dit « Ah, il est bon, notre Justin, hein, il fait ça de façon démocratique. » Faites-vous-en pas, là. Les personnes qui étaient appelées à recommander au premier ministre savaient exactement ce que le premier ministre voulait, quel genre d'individu, parce que, oh, super Adon, il y a toujours tant d'hommes, tant de femmes, beaucoup de personnes issues de l'immigration. En tout cas, toutes sortes de choses comme ça qui me laissent croire que c'est peut-être pas aussi indépendant qu'on veut nous le laisser croire. Et non seulement ça, mais on a aussi Jean-Marc Fournier qui nous a annoncé hier soir, en fin de soirée, que le gouvernement du Québec n'était pas heureux de ce mode de nomination parce que le gouvernement du Québec, le Sénat canadien est divisé en régions. Alors, les gens ne représentent pas un comté comme des députés, ils représentent des régions. Donc, un sénateur va représenter peut-être la région de Québec, la région de l'Outaouais. Hey, on avait un sénateur pour l'Outaouais, je ne peux même pas vous dire son nom. C'est un sénateur, il me semble qu'il a un nom anglophone. Et que personne ne savait qu'il représentait l'Outaouais. Ça vous donne une bonne idée comment on se sent bien représenté régionalement parlant. Ils ont l'obligation de s'acheter une propriété de X nombre de milliers de dollars là, pour vraiment fitter les règles constitutionnelles. Mais Jean-Marc Fournier, ce qu'il dit au nom du gouvernement du Québec, c'est on pourrait à tout le moins, vu que c'est pour représenter le Québec, différentes régions du Québec, peut-être demander l'opinion du gouvernement du Québec à ce sujet-là. S'ils ont des noms au niveau du gouvernement du Québec, parce qu'on a déjà parlé de l'importance de peut-être avoir un Sénat élu, ça serait plus démocratique à tout le moins. Bien, au moins, ça serait peut-être une chose, la deuxième meilleure chose à faire si on n'a pas un Sénat élu ou tout simplement l'abroger, ce qui serait ma priorité. Parce que les 21 sénateurs, en passant, juste en salaire, pour faire une petite idée, là, on parle d'à peu près 3 millions de dollars. C'est peut-être pas... C'est des peanuts dans un budget, surtout quand on vient annoncer comme 180 quelques milliards qu'on va dépenser jusqu'en 2027-2028 en infrastructure. Enfin bref, tout ça pour vous dire que ça jase un peu, mais il ne faut pas perdre de vue l'idée de ça sert-tu à quelque chose, c'est-tu redondant? Si c'est juste des comités, et déjà que le gouvernement Trudeau met en place, je ne sais pas combien de comités de consultation. Si le Sénat, c'est un gros comité étatique de consultation qui fait des études extraordinaires parce que c'est tous de grands cerveaux puis des gens bien smart, là, bien, peut-être qu'on n'a pas besoin de tous les autres comités qui sont en train de se faire mettre sur pied, parce que chacun de ces comités-là, ça coûte de l'argent. Puis l'argent, bien, c'est la nôtre. Ce n'est pas celle de Justin Trudeau, ce n'est pas celle des gouvernements, c'est celle de nous autres, les payeurs de taxes. Alors, il faut garder une attention, puis ce n'est pas parce qu'il se passe certaines choses dans les nouvelles qu'il faut oublier qu'il se passe ces dossiers-là. Je veux passer, puis d'ailleurs, c'est important de le souligner parce que je ne voudrais pas qu'on l'oublie, mais très heureuse que Jacques Corriveau a été reconnu coupable. Ça a pris du temps, vous allez me dire, parce que, écoutez, on remonte à des événements d'après le référendum de 1995, quand Jean Chrétien s'est dit « Ouf, on a passé proche de perdre le Québec. Il faut s'assurer que les Québécois, puis ça, je ne suis pas capable de limiter, mais que les Québécois réalisent combien important le Canada est pour eux, comment on est bon, on est fin, puis comment on en met de l'argent. » Encore une fois, en passant, yo, c'est notre argent, mais en tout cas, ça, il l'oublie pareil.
Alors, il y a eu toutes sortes de magouilles qui se sont faites au niveau publicité, commandite, etc. Et c'est ça qu'on a appelé le scandale des commandites. Ça, on parle entre 1995 et 2000-2001, quand tout d'un coup c'est déclenché, il y a eu la vérificatrice générale, il y a eu le journaliste Daniel Leblanc du Globe and Mail. En tout cas, ça a été une enquête monstre. Après ça, la commission Gomery. Il y a différents acteurs clés qui étaient très proches du pouvoir et du premier ministre de l'époque, Jean Chrétien, et qui ont été pris la main un peu dans le sac. À créer des fausses factures. Il y en a qui se sont graissés la patte, je ne peux pas savoir comment. Les Canadiens, on s'est tous fait fourrer de plusieurs millions de dollars. Et là, M. Corriveau, qui était un des acteurs clés, se retrouve devant la justice criminelle et un jury l'a reconnu coupable. Très contente que ce soit un jury qui l'ait reconnu coupable. Sa sentence devrait tomber dans les prochains jours. C'est au moment que vous allez m'écouter, on va peut-être la connaître à ce moment-là. Zéro sympathie. Moi, je m'en fous qu'il ait au-dessus de 80 ans. Là. Cette personne-là s'en est mis pas mal dans les poches, a eu des stratagèmes, remet en cause toute notre confiance dans nos institutions démocratiques. Alors, j'ai bien hâte de voir la sentence qu'il va recevoir. Et ça me fait penser, en passant, regardez attentivement la fameuse banque de l'infrastructure que met sur place le ministre des Finances canadien qui nous a annoncé ça pendant son énoncé économique cette semaine. Ça aussi qui a passé sous le radar. Tantôt, je vous disais, on va dépenser jusqu'à 180, il prévoit, le gouvernement de Justin Trudeau, mettre 180 milliards de dollars. C'est pas des peanuts, ça. Dans les infrastructures d'ici 2027-2028, c'est beaucoup d'argent, mais ils vont faire mettre ça à part dans un nouvel organisme dans lequel le gouvernement va mettre de notre argent. Ils vont encourager du privé à embarquer là-dedans. En tout cas, ça risque d'être... moi, je dis attention, quand on crée ces infrastructures-là, le danger, c'est qu'il se passe des crocheries, ça devient trop gros, ça devient très difficile à percer qu'est-ce qui se passe vraiment dans ces outfits-là. Et ça m'inquiète comme contribuable. Est-ce qu'on va se retrouver dans un scandale dans peu d'années? Il va falloir être attentif à ce qu'ils font avec notre argent. Oui, le premier ministre est allé en Europe, il est allé en Belgique, il a signé le traité. C'est pas demain la veille que ça se met en pratique, inquiétez-vous pas. Puis quand on va se revoir la semaine prochaine, on aura peut-être, je l'espère, la première femme présidente des États-Unis. Alors, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Merci d'avoir été là. Ciao!